Nous poursuivons notre progression avec le chapitre 7, toujours dans le domaine de la mécanique, modéliser une action sur un système, séquence numéro 1. Comment représenter des interactions et pour commencer, comment les identifier? Pour cela, on va s'aider de l'activité numéro 1. Avant de se lancer dans l'activité, un peu de vocabulaire. Donc l'interaction, c'est lorsque deux objets agissent simultanément l'un sur l'autre. À distance, les objets ne sont pas en contact. S'ils sont en contact, on parle d'interaction de contact. Ponctuelle si la surface entre les deux objets est petite, répartie si la surface de contact est plus grande. Dans la question numéro 1 de cette activité, on nous demandait de réaliser un schéma pour distinguer les différents types d'interactions. Pourquoi, dans le cas d'une interaction à distance, ne précise-t-on pas si elle est ponctuelle ou répartie? On commence donc à représenter l'interaction de type avec contact, sans contact. Sans contact, c'est une interaction à distance. Avec contact, on parle d'interaction de contact. Pour les distinguer dans un diagramme objet-interaction, les interactions à distance sont représentées avec des flèches, une double flèche en pointillé. L'interaction de contact est représentée avec une flèche avec un trait plein. Pour l'interaction de contact, on a aussi deux types. Quand l'interaction est répartie sur une petite surface assimilable à un point, on parle d'interaction ponctuelle. Quand l'interaction est répartie sur une grande surface, on parle d'interaction répartie. Il est inutile de préciser si l'interaction à distance est répartie ou ponctuelle. Comme elle est à distance, elle se fait forcément sur toute la surface ou sur tout le volume des deux objets en interaction. Dans la question petit 2, on voulait savoir quelle surface on comparait implicitement. Dans ce cas-là, le plongeur qui plonge dans l'eau, ici on parle d'interaction ponctuelle, et quand la nageuse flotte au niveau de l'eau, on parle d'interaction répartie. Tout simplement parce qu'on compare implicitement la taille de la surface de contact avec la surface du plongeur ou de la nageuse elle-même. Là, la surface est petite par rapport à la surface totale. Ici, la surface d'interaction est grande. Question petit 3. Justifier qu'on représente une interaction par une double flèche. Alors là, c'est tout simplement parce que l'interaction est réciproque et simultanée. Si un système A exerce une force sur un système B, le système B va exercer simultanément la même force sur le système A, la même direction, la même valeur, mais un sens opposé. On en parlera un petit peu plus loin dans la leçon. Petit 4, pour chacune des interactions du document 3, on nous demande de représenter les diagrammes objet-interaction de chacun de ces sportifs. Donc le système à chaque fois est le sportif. Pour commencer, le skater est en interaction avec la Terre, puisqu'il est attiré par la force d'interaction gravitationnelle de la Terre. C'est une action à distance qu'on appelle aussi le poids. Et il est en interaction avec l'air, qui est une interaction de contact. Il ne touche pas le skate, donc ce sont les deux seuls systèmes avec lesquels il est en interaction. Pour le cycliste touche son vélo, il est attiré par la terre, le poids, il subit la réaction de l'air, les frottements de l'air, et il est en contact avec le vélo, donc il subit une interaction avec son vélo. Les deux autres sportifs, nous avons le snowboarder. Le snowboarder est toujours attiré par la terre. De toute façon, je précise que pour tous les objets en mouvement à la surface de la Terre, ils subissent l'interaction gravitationnelle exercée par la Terre, qu'on appelle aussi le poids. Le snowboarder est en contact avec sa planche, donc il est en interaction avec elle. Il est en interaction avec l'air. Il touche la neige, il est en interaction avec la neige. Le kitesurfer, lui, aussi est en interaction avec beaucoup de systèmes. Toujours la Terre,
il est en interaction avec l'eau, puisqu'il touche l'eau avec sa main, il est en interaction avec la planche, puisqu'il repose dessus, il est en interaction avec la voile, puisqu'il est tiré par la voile, et enfin il est en interaction avec l'air, puisqu'il subit les forces de frottement de l'air. Maintenant que nous savons identifier une action mécanique, comment la modéliser? Nous allons voir dans cette vidéo comment représenter les actions mécaniques que l'on appelle aussi des forces. Elles seront représentées par des vecteurs, appelés aussi vecteurs forces. Cette représentation est aussi appelée une modélisation car elle permet de montrer les caractéristiques de ces actions mécaniques. Voici quelques exemples d'actions mécaniques. Quand je pousse une porte, j'exerce une force sur celle-ci. Un objet à proximité de la Terre subit son attraction. C'est une force appelée gravitation ou poids. Un footballeur tape dans un ballon, il exerce une force sur le ballon. Ces forces sont donc représentées, modélisées par des vecteurs. Un vecteur est un segment fléché. Le segment indique la direction de la force, horizontale, inclinée de tant de degrés, verticale. Par exemple, l'action de ma main sur la porte est horizontale, celle de la terre verticale, celle du pied du footballeur variable suivant sa façon de frapper. Le vecteur va également montrer par sa flèche le sens dans lequel s'applique la force. Si je tire ou si je pousse la porte, les sens seront opposés. Le vecteur sera tracé à partir du point où s'exerce la force. On appelle cela le point d'application. On va retrouver 3 cas. Si c'est une action mécanique avec contact, elle peut s'appliquer sur un point seulement ou sur une surface. Le point d'application sera le point dans le premier cas, le centre de la surface dans le second cas. Si par contre c'est une action à distance, elle s'exerce en réalité sur l'ensemble de l'objet, mais on pourra considérer qu'elle s'exerce au centre de gravité de celui-ci. Pour des objets simples type pavé, boule, ayant partout la même composition, le centre de gravité est le centre géométrique de l'objet. La dernière indication que peut donner le vecteur est l'intensité de la force, exprimée en newton. Si elle est donnée ou qu'on peut la calculer, il faut choisir une échelle et donc tracer un vecteur de longueur proportionnelle à cette intensité. Par exemple, si on m'indique que le poids est de 40 newtons, je peux choisir une échelle de 1 cm pour 10 newtons et je trace un vecteur de 4 cm de longueur. Parfois, on ne peut pas connaître la valeur des intensités. Dans ce cas, on choisit la longueur en faisant attention de bien rester cohérent. Si un objet est en équilibre et qu'il est soumis à deux forces, celles-ci sont forcément de même intensité. Les deux vecteurs doivent donc avoir la même taille. Nous allons voir maintenant 2 exemples classiques, puis un troisième un peu plus compliqué. Pour le premier, le système étudié est un objet posé immobile sur le sol. 2 forces s'exercent sur lui, son poids, c'est-à-dire l'attraction exercée par la Terre, et la force exercée par le sol. Sans celle-ci, l'objet s'enfoncerait. L'intensité du poids est précisée, 10 newtons. Étudions chacune de ces forces. Le poids d'abord. Il est vertical, vers le bas. Le point d'application est au centre de gravité. On choisit une échelle, par exemple 1 cm pour 2 newtons, et on fait donc un segment fléché de 5 cm. L'action du sol. Sans celle-ci, l'objet s'enfoncerait dans le sol. Elle est donc verticale, mais vers le haut cette fois-ci. Le point d'application est la zone de contact entre le sol et l'objet. On va donc considérer qu'il est au centre de cette surface. Comme l'objet ne bouge pas, l'intensité est égale à celle du poids, 10 newtons également, et on fait donc un segment fléché de même longueur que le poids. Pour que l'on distingue bien ces deux vecteurs qui sont en partie superposés, on peut les faire de couleurs différentes et légèrement les décaler. Et on pense bien à indiquer l'échelle choisie. Dans le deuxième exemple, un objet en fer glisse sur un plan horizontal et passe à proximité d'un aimant. 3 forces interviennent. La gravitation, c'est-à-dire le poids, l'action mécanique du sol et l'action mécanique de l'aimant. On ne donne pas d'intensité. La force exercée par l'aimant est attractive, donc le sens est vers l'aimant. La direction ici est horizontale. C'est une action à distance, donc le vecteur part du centre de gravité. On choisit ici la longueur que l'on veut, car nous n'avons aucune indication. Pour le poids et le sol, c'est exactement comme dans la situation précédente. Ces deux forces sont verticales, de sens opposés, et de même intensité, sinon l'objet s'enfoncerait ou décollerait. On choisit ici la longueur que l'on veut, mais identique pour les deux vecteurs. Le dernier exemple
reprend ce qui a été vu dans la vidéo sur les diagrammes objet-interaction. L'exemple était un bateau à voile poussé par le vent. C'est un exemple plus compliqué qui nous permettra de voir tous les points délicats. On avait réalisé le diagramme suivant. On aura donc 3 forces à représenter, celle exercée par la Terre sur le bateau, celle du vent sur la voile, et donc le bateau, et celle de l'eau, toujours sur ce même bateau. Pour le poids, la Terre exerçant cette force à distance, elle va s'appliquer au centre de gravité du bateau. Il est ici impossible de le déterminer exactement, on va juste essayer de le mettre à peu près au milieu. La direction est verticale et le sens vers le bas. Pour le vent, la force s'exerce sur l'ensemble de la surface de la voile. Dans ce cas, on représente le vecteur à partir du milieu de cette voile, en faisant comme si toutes les molécules venaient cogner en ce point. Il reste donc l'action mécanique exercée par l'eau. Elle empêche le bateau de couler, elle est donc verticale et vers le haut. Elle s'exerce sur l'ensemble du volume du bateau, et dans ce cas-là, on va aussi faire partir le vecteur du centre de gravité, même si c'est une action de contact. L'eau exerce aussi une autre action, elle freine le bateau. On pourrait dessiner un nouveau vecteur qui s'oppose au mouvement, donc horizontal et opposé au vent. Pour simplifier, on peut négliger au collège ce vecteur, mais ce sera toujours un plus si vous pensez à le représenter. Il part dans ce cas-là de l'avant du bateau. Pour les longueurs des vecteurs, on sait juste que l'action de l'eau compense le poids. Ces vecteurs doivent avoir la même longueur. Pour les frottements, le vecteur est forcément moins long que celui du vent, sinon le bateau avancerait en sens contraire du vent, ce qui serait un peu étrange. Voilà, c'est fini. On retient qu'une action mécanique est modélisée par une force, que cette force est représentée par un vecteur. Comme tous les vecteurs, il faut donner comme information la direction. La direction de la force va être la direction de l'action mécanique. Le sens de l'action mécanique et la valeur va être proportionnelle à la valeur de la force étant représentée en newton. Comme légende, on écrit le nom de la force, souvent une lettre majuscule, avec une flèche pour montrer que c'est un vecteur force. Des exemples. Donc, comme nous venons de le voir dans la vidéo, nous avons le poids qui est en fait l'interaction que la Terre exerce sur l'objet, verticale vers le bas qu'on représente au centre de gravité qu'on appelle grand P. Nous avons la réaction du support, donc tous les objets qui sont posés sur le sol, sur une table, subissent une force qui est perpendiculaire au support du support vers l'objet, donc ici verticale vers le haut, qu'on appelle souvent R, réaction du support. Nous avons des forces de frottement, par exemple qui est ici sur le cycliste, qui est de la même direction que la vitesse et dans un sens opposé au mouvement, qu'on appelle souvent petite f comme frottement. Nous avons la poussée d'Archimède, que nous venons de voir dans la vidéo, donc une force qui est exercée par l'eau, qui est verticale vers le haut, qu'on appelle souvent grand pas. La poussée d'Archimède permet aussi aux montgolfières de voler. C'est une force qui est exercée par les fluides comme l'air ou les liquides. Faire donc un bilan de force consiste pour chaque système étudié à faire le diagramme objet-interaction, quels sont les systèmes qui agissent sur lui et les représenter sous la forme de vecteurs force. Donc ici nous avons le parachutiste qui subit le poids et la force qui est exercée par l'air et donc qui le freine. Au niveau de la notation, quand la force n'a pas un nom simple comme ici le poids, on écrit en indice l'objet qui exerce l'interaction, donc ici l'air, et en deuxième slash parachutiste, donc ça veut dire que c'est le parachutiste qui subit l'interaction. Pour terminer, petit exercice que nous corrigerons dans la vidéo suivante. Nous avons ici un ballon de foot qui est représenté par un point. Donc pas besoin de distinguer les points, les origines des vecteurs. On va tous les mettre sur le point B.
Et donc, votre travail est de représenter les 3 forces qui sont exercées sur notre ballon à cet endroit-là, en respectant l'échelle 1 cm pour 1 newton. Le corrigé sera donné dans la prochaine vidéo.